Mon bébé, ses petits pieds trop mignons. Oh, mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Hetner. Bonjour à vous qui nous écoutez et bienvenue dans Si Mère, le podcast Féminin Bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on célèbre votre force, votre courage et votre extraordinaire puissance de mère. Les femmes que j'accueille au fil des épisodes ont fait de la maternité leur mission de vie. Chaque jour, elles guident les jeunes mères dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Vous doutez encore de la magie en vous ? Mes invités et moi sommes là pour vous la révéler maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostime, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à Biostime de proposer aux parents des produits sains pour bébés, alliant science et nature. Si, mère, l'invité du jour. D'une joie intense à des pleurs inconsolables, d'une fatigue extrême à une énergie sans limite, du débordement à l'enfermement dans ses tourments. Voici en quelques mots les montagnes russes émotionnelles que traversent la plupart des jeunes mamans. Dans cette ambivalence, dans cette incohérence de réaction, la nouvelle mère se sent souvent incomprise, parfois d'abord par elle-même. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je réagis comme ça ? Alors c'est quoi ces émotions de mère ? Qu'est-ce qu'on traverse avec l'accouchement et l'arrivée d'un enfant ? Quelle place, quel rôle peut jouer l'entourage ? Comment accueillir et transformer ces émotions en force ? Pour répondre à toutes ces questions primordiales et offrir une place de choix aux émotions de mère, j'ai invité une femme, une sage-femme, qui est depuis 40 ans au service des mères et de leurs enfants. C'est Catherine Zarekian. Bonjour Catherine. Bonjour Audrey. Son expérience est riche et revêt 3 volets. Le volet hospitalier, l'humanitaire, et elle a exercé aussi en tant que sage-femme libérale. Aujourd'hui grand-mère, Catherine a choisi d'accompagner la parentalité à travers la psychothérapie, puisqu'elle s'est formée il y a une 20aine d'années déjà à la Gestalt-thérapie analytique. Elle va nous expliquer toutes ces choses passionnantes dans la séquence qui va suivre. Bonjour Catherine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir aussi aujourd'hui Audrey. Je suis, je dirais, dans le cœur du sujet, c'est que je suis émue et je suis touchée par rapport à cette invitation que vous m'avez faite. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi. Si, mère, le partage. Eh bien, nous allons passer tout de suite à toutes ces belles questions qui se profilent autour des émotions. Et c'est non sans émotion que nous allons commencer ces questions, Catherine, par parler de votre parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a guidé comme ça vers l'accueil des nouveau-nés tout au long de votre vie ? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Et il est peut-être le reflet justement de ma vie, de mon histoire. Souvent, je dis l'histoire avec un petit H, mais dans ma grande histoire. C'est-à-dire, moi, je suis née d'origine arménienne. Et c'est l'histoire de ma vie, avec le petit H, mais c'est aussi l'histoire de l'histoire de l'humanité aussi, parce que l'histoire des Arméniens, c'est ce qui est aussi qui nous ramène à une histoire de vie et de mort. Et moi, j'ai choisi la vie dans mon métier et de nourrir la vie, et c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde, je crois. Encore plus en ce moment, puisque cette crise nous le rappelle. Donc j'ai fait bien évidemment des études très médicales et puis assez rapidement je me suis tournée vers tout ce qui était l'approche des médecines douces, de l'homéopathie, de l'acupuncture. J'ai beaucoup exercé, je dirais, dans un cadre plutôt du côté de l'écoute et de la disponibilité. Et en fait, à l'hôpital, je me suis rapidement aperçue que c'était un espace qui n'était pas forcément adapté. Donc, entre-temps, j'ai eu des enfants. Je suis devenue moi-même maman. J'ai fait une expérience aussi très importante
importante dans ma vie, qui a été un vrai tournant, c'est que je suis allée en Arménie au moment du tremblement de terre et j'ai participé à un mouvement d'aide humanitaire avec Médecins sans frontières, où là j'ai pu recontacter tout ce qui pouvait être l'arrivée des enfants, on va dire, autour des années 50-60, parce qu'on en était un peu resté là encore. Oui, et le tremblement de terre a eu lieu en 88. En 1988. Et donc, oui, vous parlez d'une médecine un peu en retard à ce moment-là, quand vous vous rendez compte qu'il y a 40 ans de retard sur... Voilà. Et en fait, c'est aussi mon histoire, puisque moi, je suis née dans les années 50, et du coup, ça m'a replongée dans ce que pouvait être l'accueil des bébés, des nouveau-nés, et surtout de comment on considérait la maternité. Donc, oui, allez-y. Pardon. Alors, du coup, oui, et vous avez choisi d'aller au-delà du métier sage-femme sur votre fin de carrière et de vous consacrer à la thérapie, l'accompagnement parental grâce à la Gestalt-thérapie. Alors, je crois que c'est un mot qu'on connaît de plus en plus, mais on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Alors, Catherine, qu'est-ce que ça veut dire, la Gestalt-thérapie? Alors, je vais essayer de le résumer. Et bien évidemment, le volet libéral m'a permis de développer cette compétence de tout ce qui est l'accompagnement pédopsychiatrique dans la parentalité auprès des femmes, des bébés, des hommes et des couples. Donc la Gestalt-thérapie, le mot Gestalt, ça veut dire forme, ma mise en forme. Et ce qui est important, je dirais, aujourd'hui, c'est bien sûr par rapport au sujet, on pourrait dire que l'émotionnel, les émotions sont une mise en forme de ce qui nous constitue. Nous sommes, je dirais, faits d'émotions. Et les derniers courants psychologiques, aujourd'hui, se sont beaucoup plus intéressés à tout ce qui est le travail sur les émotions, la conscientisation des émotions, parce que c'est du corps. Et la Gestalt-thérapie va venir vraiment dans une dimension psycho-émotionnelle et va, je dirais, nous aider à rentrer dans un processus qu'on appelle d'individuation, c'est-à-dire de mise à distance de ces émotions pour comprendre qui on est, pour bien évidemment aller dans les pourquoi on est comme ça, pourquoi on est au contact au monde avec toujours ce même type d'émotion, de comportement, et puis surtout accepter cette mise à distance et d'en faire des comment, c'est-à-dire comment on pourrait aller vers la nouveauté de nous, de nouveaux comportements. Donc la Gestalt-thérapie est quelque chose de dynamique qui se pratique dans un face-à-face, qui se pratique dans dans une compréhension du monde. En tant que thérapeute, la place de la parole est bien évidemment privilégiée, mais surtout aussi le ressenti de la patiente ou du patient qui nous fait vibrer en nous, nos émotions. Et c'est comme ça que la relation thérapeutique s'inscrit dans un contre-transfert. Je peux aider l'autre parce que j'ai déjà vécu ou ce qu'il me dit vient résonner en moi dans un déjà vécu. Donc ça fait une sorte d'effet miroir, quoi. Exactement. C'est ça, le contre-transfert. Alors c'est vrai que sur la question des émotions, puisqu'on parle de parentalité, aujourd'hui, on se rend compte qu'on laisse beaucoup plus de place aux émotions de l'enfant, justement, déjà. On est dans une génération qui n'avons pas forcément reçu cette place pour exprimer qui l'on était à travers nos différentes humeurs. Mais en revanche, aujourd'hui, les parents que nous sommes laissent beaucoup plus de place à l'expression de notre enfant. Mais en revanche, les émotions des mères sont toujours tues. Alors, qu'est-ce que sont ces émotions de mère? Qu'est-ce qu'on traverse quand on devient mère? Et comment accueillir justement un peu plus largement ces émotions? Alors c'est vrai que je reprendrai le mot « tue » ou « tuer ». On tue nos émotions, on les met sous le tapis, on les évite, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et que bien évidemment, au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement et surtout dans l'après, la transformation que la grossesse, je dirais, génère dans le vécu d'une femme va vraiment bouleverser physiquement, psychologiquement et émotionnellement la jeune mère. Alors vous parliez, quand on préparait cet enregistrement, de climat émotionnel plutôt pendant la grossesse. J'aime bien parler de climat parce que j'aime bien dire que nous sommes en fait dans une émotion toutes les saisons, tous les climats. Et on pourrait dire qu'on peut passer de l'un à l'autre sans comprendre pourquoi le matin on va pouvoir se réveiller très joyeuse. Et puis tout d'un coup, et souvent je vais le décrire, vers 10h du matin, 10h30 ou 17h, tout d'un coup on n'a pas de morale, on est fatigué, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et voilà un climat émotionnel d'une journée. Notre météo intérieure qui varie. Voilà. Et donc pendant la grossesse, on pourrait dire qu'effectivement il y a des climats émotionnels. Et il n'y a pas, je dirais, de code, on passe pas par tous les climats, on passe par certains climats.
D'accord. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut décrire un petit peu pendant la grossesse alors, est-ce que c'est l'imprégnation hormonale, peut-être, qui nous fait passer par ces différents climats? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme émotion un peu forte pendant la grossesse? Oui, effectivement, Audrey, parce que face à, je dirais, à tout ce climat hormonal, on a aussi notre psychologie, notre sensibilité qui se transforme. Mais bien évidemment, votre approche, et je pense que dans vos magazines, vous en parlez, c'est surtout une approche globale qu'on va avoir de tout ça. Donc, l'émotion, je dirais, souvent qui est la plus ressentie et la plus coupable, c'est souvent celle qu'on a, je dirais, dans notre humanité, c'est la colère. Il y a parfois beaucoup de colère. Et ces colères, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'elles nous rendent coupables. Alors, par exemple, on pourrait dire que la colère est quelque chose qui est souvent lié à notre ambivalence, à notre confusion. On est contente d'attendre un heureux événement, mais finalement, on n'est pas si contente que ça. On pourrait dire que, par exemple, il y a plusieurs climats pendant la grossesse. Il y a le début où on est fatigué, on a des nausées, on se pose plein de questions. On a rationnellement fait le projet de devenir enceinte, et pas de tomber enceinte, de devenir enceinte. Oui, les termes sont très importants. On ne tombe pas enceinte, c'est mieux de dire et ça, c'est important, enceinte, parce qu'on ne tombe pas enceinte, parce qu'aujourd'hui, évidemment, grâce à la contraception, je dirais de manière générale, c'est un projet. C'est un projet de femme, c'est un projet d'homme, c'est un projet de couple. Pour la plupart, oui, des femmes, effectivement. Donc, il n'y a que le côté rationnel, mais le côté irrationnel serait peut-être aussi lié à notre histoire. Voilà. Alors, la colère, elle peut aussi être très liée à la frustration. Parce que petit à petit, on va s'apercevoir que quand on va être enceinte, il va falloir modifier notre façon de manger, notre façon de se vêtir, notre façon d'envisager nos déplacements, enfin notre travail, enfin toutes sortes de modifications. Et ça, je dirais, c'est la prise de conscience du réel petit à petit qui va arriver, mais c'est que le début. Ça interroge le rapport au corps aussi, et c'est vrai qu'à travers ce corps, on exprime beaucoup d'émotions et parfois et beaucoup de peur aussi. La peur, c'est vrai, la colère, la peur sont des émotions qui peuvent être très fortes, et on comprend pas pourquoi, puisqu'on est en train de vivre quelque chose qu'on a théoriquement choisi. Absolument. Et puis petit à petit, le deuxième trimestre, on va le faire, je dirais, plus, sentir par rapport aux transformations. Et là aussi, ces transformations, plus elles vont être accompagnées, transformées, racontées, expliquées, plus le bébé, petit à petit, va grandir, croître dans le giron maternel. Et aussi dans le giron paternel, mais le giron paternel, il est très imaginaire encore. Alors justement, est-ce qu'à ce moment-là, le père peut avoir un rôle intéressant à jouer pendant cette grossesse autour des émotions de la compagne? Alors c'est sûr que tout le côté sensibilité, irritabilité, passer des pleurs au rire, c'est des choses qu'on peut observer, raconter. Et c'est vrai que souvent, l'homme, il veut faire des choses. Et souvent, moi j'invite vraiment les futurs papas à être plutôt qu'à faire. Juste être prise dans les bras, pleurer comme une petite fille, puis après, ça passe. On est consolé, parce qu'on n'est pas qu'une petite fille. On est une femme adulte, on est une femme qui va devenir mère. Mais cette irritabilité, cette sensibilité, elle a juste besoin d'être accompagnée, d'être entendue, être surtout parlée. C'est vrai qu'une réaction masculine serait de toujours vouloir amener une solution. Alors qu'avec nos émotions, c'est des choses qu'on traverse. Et voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'attend pas de solution. On attend juste un accompagnement, un enveloppement, comme vous dites. Exactement. Pour traverser ça, justement. Alors, oui, parce que pendant la grossesse, toutes nos émotions ont un impact d'autant plus fort sur l'embryon puis le fœtus. Ouais. Parce que justement, je reviendrai à la définition de l'émotion, c'est vraiment un mouvement, une mise en mouvement du dedans vers le dehors. C'est de l'énergie. Et quand cette émotion, elle n'est pas parlée, n'est pas racontée ou elle n'est pas accueillie, elle va faire ce qu'on appelle, je dirais, toutes sortes de vagues intérieures. Et on va essayer de la contenir, on va essayer de l'éviter, on va essayer de la nier. Mais n'empêche que ces émotions, c'est de l'énergie. On va faire probablement quelque chose. Moi, je dirais souvent, c'est qu'on mange nos émotions. On mange nos émotions. Et manger ces émotions, c'est pas très bon pour le sommeil, pour la digestion, pour les douleurs du corps, vous voyez, toutes sortes de somatisations qui sont souvent ce qui est, je dirais, les messages du corps. Alors après vient la naissance. Alors bien évidemment. Et alors là, c'est la décharge émotionnelle très très forte dans cet effort, dans cette aventure incroyable qui se déroule. Alors qu'est-ce qui se passe à la naissance d'un point de vue Alors je voulais quand même dire que bien évidemment, après il y a la joie pendant la grossesse, la joie d'être enceinte. Ça c'est
je dirais, fondamentale, parce que nous sommes des êtres de joie, hein, a priori. Et après, bien évidemment, il y a le souci qui vient de se dire comment on va faire, comment on va adapter notre environnement. Pour l'organisation matérielle des choses. Et là, bien souvent, c'est très concret. Et derrière, il y a, je dirais aussi, la conscience que petit à petit, cette relation à l'enfant, à ses mouvements, à sa présence dans le corps, va aussi peut-être aussi être l'émergence qu'à un moment donné, ça va avoir une fin. On va se séparer. Et là, il peut y avoir le climat d'un peu de tristesse. Ça va finir. Puis finalement, pour certaines femmes, ça va être aussi... Ah ben ça va faire du bien de retrouver ma forme, mon corps, ma petite jupe, mon pantalon. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire se retrouver dans une liberté du corps qu'on a perdue. Puis après, il y a la peur. La peur qui peut être aussi celle de toute la fantasmagorie, de tout l'imaginaire qui est lié à la douleur et à l'accouchement. Donc tout ça, ce sont tous les climats qui vont être, je dirais, peut-être vécus pendant la grossesse, qu'on peut entendre, que pour accompagner, et que bien évidemment, dans tous les espaces de préparation à la naissance, et en consultation, la sage-femme peut accueillir. Alors quand l'accouchement arrive, bien évidemment, c'est enfin le moment tant attendu. Alors, ça concerne toutes ces émotions dont on parle. Il faudrait peut-être qu'on précise que cela concerne les nouvelles mamans, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore d'enfant, mais aussi pour un deuxième, troisième enfant ou plus. Moi, j'ai remarqué qu'on peut être dans des émotions complètement différentes d'un enfant à l'autre, d'une grossesse à l'autre. Comment ça se fait alors qu'on est la même personne que pourtant? Alors, on pourrait dire que peut-être la première grossesse, elle a un peu l'expérience de cette capacité ou de cette croyance qu'on a pu avoir ou pas, d'être capable d'être une maman ou d'être une mère. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de l'expérience. Et cette nouveauté de l'expérience, elle nous renvoie à tout ce qui est nouveau pour nous. Et ça va dépendre, bien sûr, de notre histoire. Et de comment on accueille la nouveauté. Et de comment on accueille la nouveauté. Bien sûr. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que bien évidemment, aussi souvent je dis, c'est que le deuxième enfant va pouvoir s'appuyer sur un étayage, une expérience de vécu. Il y a toutes sortes de choses qu'on a compris et qu'on va oser dire, oser formuler, oser choisir pour notre enfant, pour le deuxième. Et donc l'enfant, le deuxième, va se nourrir de cette expérience de réassurance, de cette capacité d'être une bonne mère. Parce que souvent, je dirais, je cite, Winnicott est un pédopsychiatre et un psychanalyste formidable. Il raconte justement dans ses livres la compétence d'une mère suffisamment bonne. C'est Winnicott qui en parle. Hein. D'accord. Vraiment, c'est un auteur qui a su vulgariser aussi ses propos. Et vraiment, je conseille ces lectures-là qui sont très rassurantes et sécurisantes pour les futurs parents, les futures mères, les futurs pères. C'est très important de savoir qu'on sait le faire. Voilà. On a cette force en nous, ce pouvoir en nous, inscrit dans cette histoire, dans ce corps, dans ces cellules de femmes. C'est presque, je dirais, la dimension de la préhistoire en nous, on le sait. Alors pourquoi la préhistoire? Parce qu'on a été nous-mêmes un bébé. Hein, donc la femme a été un bébé et puis l'homme aussi a été un bébé. Donc il a été lui-même accueilli. Donc on a dans cette, je dirais, mémoire cellulaire, ancestrale, séculaire, cette idée qu'un bébé, ça s'accueille. Et ça s'accueille aussi avec ce qu'on appelle l'instinct, mais l'instinctuel de notre vie. Et ça, malheureusement, quand on est trop dans le mental, eh ben, on l'oublie. Et on l'oublie, mais surtout, on ne lui fait pas confiance. Donc c'est le premier avertissement intéressant pour accueillir nos émotions. Ça va être, l'accueil de nos émotions va se traduire dans l'accueil de notre enfant. C'est ça que vous nous dites, Catherine? Oui. Et accueillir, pas seulement dans pourquoi mon bébé fait ça ou pourquoi il est comme ça. C'est comment je peux faire pour accueillir mon enfant quand il est comme ça, mon nouveau-né quand il est. C'est donc la Gestalt s'inscrit beaucoup dans les comment que dans les pourquoi. Alors, la dimension aussi que le bébé, je dirais, développe en nous, c'est qu'il est toujours à nous rappeler le ici et maintenant de ce qu'il vit. J'ai envie de dire, le bébé n'a pas de passé, n'a pas de futur. Il est là, présent. Et aujourd'hui, on voit bien que tous les courants de méditation, de connexion avec soi, d'intériorisation, sont vraiment une dimension que l'on a, nous, comme compétence quand on est tout petit bébé. Mais qu'on oublie, parce que notre éducation nous amène vraiment à développer toute la part du cortex, du mental, de l'intellect. Et du coup, cet instinctuel qu'a le bébé, on l'oublie, sauf qu'on est né avec. Et donc peut-être dans le tissage de la relation mère-enfant qui se fait au moment de l'accouchement et par la suite, dans les jours qui suivent,
on va pouvoir retrouver cet instinct dans la connexion. Absolument. Ouais. Mais ça va dépendre de beaucoup de conditions. Parce que, bien évidemment, la médecine, je dirais aujourd'hui, en tout cas tout l'aspect médical de la naissance, a pris beaucoup le dessus. Puis les femmes sont inondées d'informations, de consultations. Et tous les conseils sont bons, toutes les informations, je dirais heureusement, qui peuvent être triées. Hein. Elles sont bonnes pour les futures mamans, les futurs couples. La question c'est, mais laquelle me correspond? Laquelle qui va venir en réponse à toutes ces interrogations? Alors de quoi a besoin la jeune maman juste après la naissance, justement? Alors ça me fait penser justement, dernièrement j'ai eu une discussion avec une jeune femme qui me disait, et j'avais vraiment bien travaillé avec elle, ce lieu où elle allait accoucher. Je ne la connaissais pas beaucoup, mais elle m'avait demandé en début de grossesse qu'est-ce que j'en penserais moi. Et moi je l'ai plutôt orientée en fonction de ce qu'elle me disait d'elle. Je la sentais plus proche d'aller vers quelque chose qui est une petite unité, pas un grand hôpital, quelque chose qui serait plus familial, quelque chose qui serait plus en rapport avec sa façon de vivre, sa connexion, ses croyances. Et ça, c'est important, parce que dans l'entretien prénatal, on peut poser tous ces jalons-là. Mais si on sent une femme très angoissée, très insécure en elle-même, très, je dirais, prise dans tout ce qui est le médical, on va plutôt lui dire, voilà, il y a des hôpitaux, on a le secteur 3, c'est-à-dire il y a la réanimation néonatale, la réanimation pour les mamans, tout est prêt. Donc on va orienter ça déjà. Ça va avoir pour effet de rassurer. De rassurer. Voilà. Donc cette jeune femme me disait, j'ai choisi un lieu qui était vraiment conforme à ce que j'en attendais, mais quand même. Alors, ce quand même, c'était quoi? Eh bien voilà, mon séjour, il était vraiment bien, mais il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire le contraire de ce que je devais faire. C'est-à-dire, on me disait quelque chose, et puis le personnel qui suivait me disait encore autre chose, et puis encore l'autre personne me disait autre chose, et j'étais complètement perdue. Donc, j'ai envie de dire, dans une relation mère-enfant, c'est exactement ce qui se passe dans la maternité. Il y a besoin d'un contenant et d'un contenu. C'est-à-dire, il y a besoin d'un contenant, d'une ambiance suffisamment sécuritaire, chaleureuse, communicative, accueillante, je dirais sécure. Donc la mère a finalement besoin, elle aussi, de ce ventre rassurant, de ce cocon qu'il faut recréer autour d'elle, c'est ça? Et en même temps, elle a besoin d'un cadre, c'est-à-dire quelque chose qui ait une cohérence dans la continuité des conseils, des personnes qui vont vers elle, comment elle va reconnaître, tiens, telle sage-femme, tel auxiliaire de puériculture, telle puéricultrice m'a dit ça. Celle-là, je sens qu'elle est un peu comme moi. Alors, je vais plutôt aller vers elle. Je vais plutôt lui demander quand est-ce que vous revenez, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai fait comme... Et donc, cette continuité, elle est importante. Et ça, c'est aussi ce que le bébé a besoin. Le bébé a besoin d'une qualité d'interaction continue et constante pour se sentir en sécurité. Donc ça, c'est aussi ce que la mère a besoin. Mais aussi le père aussi, parce que souvent le père va vouloir aider la mère, mais il va venir et nous dire « Ah bah oui, mais la dame, la sage-femme, elle m'a dit ça, alors qu'est-ce qu'on en fait? Comment on doit comprendre ça ?» Vous voyez? Donc toutes ces incohérences font que parfois les femmes et les couples se sentent perdus. Et alors, ça ne s'arrange guère au postpartum, ou dans une période où, alors qu'on devrait être à la fête, bien souvent, entre la fatigue physique et la fatigue émotionnelle de ce chamboulement total qui arrive, on se retrouve le cœur un petit peu rabougri et pas tellement en joie. Oui, tout à fait. Voilà, alors... Et ça, je dirais, c'est aussi très paradoxal. Et l'être humain n'aime pas le paradoxe parce qu'on est très inconfortable. Mais le paradoxe, il est souvent, je dirais, très évocateur aussi de ce qu'on peut trouver dans cet intermédiaire entre se sentir triste, fatiguée, puis en même temps très joyeuse. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Ce grand écart au niveau de nos humeurs, de nos états, je dirais, ça demande aussi d'être repéré, interprété, nommé. Alors c'est vrai que le postpartum, c'est un nom un petit peu, je dirais, un peu particulier, mais on pourrait dire que c'est le 4e trimestre de la naissance. On n'en parle pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, et j'ai trouvé ça très juste, c'est la matrescence, c'est-à-dire comment on devient mère. Oui, alors c'est vrai que nous, au cours des 8 épisodes, on en parle énormément de ça. C'est vraiment un peu le fil rouge, c'est ce 4e mois, ces 40 jours, cette matrescence, adolescence de mère. Oui. Voilà, c'est naître mère, en fait, c'est ça. Hein. Et donc, forcément, en mettant au monde son enfant, on se remet au monde. C'est ça qui est une deuxième naissance. Voilà. Ouais. Et cette naissance, bien évidemment, on est la mère, mais on est aussi le tout petit bébé qu'on a été.
Et bien évidemment, vous parlez des 40 jours. Moi, je trouve que c'est vrai que les 40 jours, symboliquement, sont très importants parce que c'est vraiment une période de remaniement intense. C'est ça. Alors moi, je trouve génial cette occasion qui nous est donnée dans la vie, qui est un peu unique, de vivre un... donc vous parlez de nouvelle naissance, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression, moi, d'avoir vécu comme une piqûre de développement personnel en accéléré, puisque ça fait revoir, ça met en perspective beaucoup de choses dans sa propre vie qu'on n'avait pas questionnées auparavant. Et c'est une occasion très forte de pouvoir travailler là-dessus et d'aller un peu plus vers son propre chemin de vie, avec ses premiers choix qui s'offrent à nous pour décider un peu de la vie d'un autre. C'est quand même quelque chose de très important. Oui, c'est une sacrée responsabilité. Ouais. Et je crois que c'est important de se dire qu'à cet endroit-là, bien évidemment, on revisite des choses qu'on croyait comme des croyances, comme des certitudes, comme des savoirs théoriques qu'on allait appliquer. Ben justement, le bébé, lui, il n'aime pas la théorie. Le bébé, lui, il est dans le vécu, dans l'expérience, dans l'éprouvé. Il n'est que corps. Et son corps nous donne, je dirais, le mode d'emploi, la route à suivre. Et souvent, ces femmes qui accueillent ce bébé sont surprises de leur vulnérabilité, de leur incompréhension. Et c'est pour ça qu'une femme, quand elle accueille son bébé, elle a justement des alliés. C'est-à-dire que quand elle ne sait pas faire, c'est que quelque part, l'enfant nous montre qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que lui, il est unique et elle aussi, elle est unique dans cette rencontre, dans cette relation. Alors, c'est là qu'intervient le rôle, l'entourage qui est clé dans cette période-là, qui peut-être met malgré eux des bâtons dans les roues, mais qui doit vraiment s'informer sur les besoins de la jeune maman pour pouvoir l'accompagner au mieux. Alors, on a parlé un peu du rôle du père et vous parliez très justement de plutôt parler de fonction paternelle et fonction maternelle, puisque c'est vrai qu'on a des situations où il n'y a pas de père, où il y a deux mères, où la femme peut être seule dans cette aventure. Donc voilà, parlons de ces fonctions-là, de ces deux fonctions. Alors c'est vrai que le mot fonction, il est un petit peu, je dirais, un peu théorique, un peu abrupt, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, une femme peut avoir une fonction paternelle, à l'inverse, et un homme peut avoir une fonction maternelle. Et je trouve ça extraordinaire de se dire qu'évidemment, autour du bébé, il va y avoir une nécessité que quelqu'un assure la fonction maternelle et que quelqu'un assure la fonction paternelle. Alors, est-ce qu'on peut dire une phrase pour chaque? Qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, la fonction maternelle, elle va être du côté, je dirais, de tout ce qui va être le monde de la fusion mère-enfant. Et cette fusion mère-enfant, elle se construit, je dirais, tout au long de la grossesse. Elle se construit bien sûr dans le corps à corps, comment le bébé grandit, grossit en nous, et que inconsciemment, il va complètement habiter l'inconscient de la mère. Et la mère, elle va pouvoir être en connexion avec, je dirais, quelque chose qui est presque télépathique avec son bébé. Et ça, c'est pas toujours facile pour l'homme de se le représenter, parce que quelque part, lui, il ne porte pas l'enfant en lui, donc il va l'imaginer. Et si la mère, enfin la future mère, ne le raconte pas, ou ne l'inclut pas dans ce vécu, eh bien lui, il va aller dans son propre vécu avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire de la théorie, peut-être de la peur, peut-être de l'angoisse, parce que lui-même, il a été un petit bébé. Et lui-même, il a été dans cette connexion très archaïque avec sa propre mère. Donc c'est important de pouvoir inclure le partenaire, mais aussi que cette personne puisse s'ouvrir à entendre ce qui se passe à ce moment-là. Et ce partenaire, ça peut être une autre femme. Parce qu'on pourrait dire que ça, ou ça peut être aussi un partenaire tiers, c'est-à-dire que si le père de l'enfant n'est pas là pour différentes raisons, quelqu'un qui va pouvoir aider, soutenir, entendre. Ça peut être quelqu'un de la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui fera tiers entre la mère et l'enfant. Oui, et ça permet de construire cette base si solide dont l'enfant a besoin à ce moment-là. Ouais, la sécurité, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup, je dirais, en tête de se dire que cette sécurité de base, c'est celle qui nous édifie en tant qu'être humain. Quand on vient au monde, on a besoin de se sentir en sécurité et puis aussi d'être nourri dans une sécurité de base. C'est ça qui va nous permettre d'édifier la structuration de notre personnalité, c'est-à-dire de notre moi. Et le moi, c'est ce qui structure notre devenir. Et c'est comme ça, vous me disiez en préparation, que ce moi va construire ensuite notre soi, c'est ça? Voilà, et surtout l'estime de soi, la confiance en soi, et puis surtout la confiance en la vie.
Alors c'est vraiment comment dire, une discussion vraiment passionnante autour de ces émotions. Mais maintenant qu'on les a bien décrites et qu'on peut-être les jeunes mères et aussi les jeunes pères qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont là, comment peut-on aider la mère à transformer ça en quelque chose justement de positif et aussi qui va construire la suite? Parce que finalement, ces émotions, ce sont des messages et elles vont nous aider pour la suite. Il y a une raison pour laquelle elles sont là. Oui. Alors, je dirais que par rapport à ça, je vais revenir à la sécurité de base, parce que c'est quelque chose que j'inclus beaucoup dans mon travail, dans la mesure où quand une femme va être enceinte, je vais lui parler de la sécurité de base. Je vais, et aussi à son conjoint, un futur papa. C'est-à-dire que tous les deux sont concernés par cette sécurité de base. Donc qu'on offre à la mère, c'est ça? Oui, et que du coup, on va l'étayer par rapport à ce qu'on va dire le soutien à la parentalité. Donc la parentalité, elle est pour moi, je dirais, éclairée par cette conscience qu'on a chacun une sécurité de base. Alors souvent, ce que je dis, c'est qu'au-dessus de berceau, il y a le père et la mère, il y a la femme, il y a l'homme, mais il y a aussi les parents de la mère et les parents du père, et puis il y a les grands-parents de la mère et les grands-parents du père. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se traduit aussi dans le transgénérationnel. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé, bien évidemment, de par mes origines, et j'ai envie de dire, le transgénérationnel, il est souvent, je dirais, quelque chose dans lequel on ne se rend pas compte, mais il a beaucoup d'importance, parce qu'on a une transmission. Aujourd'hui, vous m'avez dit, vous m'avez dit en introduction que plusieurs femmes sont venues parler. Ben voilà, la tradition des femmes qui racontent aux femmes, c'est du transgénérationnel. Et parfois, il n'y a pas la mère, il n'y a pas la grand-mère, mais il y a la voisine, il y a la tante, il y a la cousine, il y a la sœur. Donc tout ça s'inscrit dans une transmission. Et cette sécurité de base, elle est vraiment importante comme, je dirais, une symbolique que j'utilise beaucoup, c'est la pyramide des besoins. La pyramide des besoins est pour moi un outil essentiel. Le bébé arrive avec des besoins fondamentaux. Il n'a pas de langage, il pleure pour nous dire qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il faut le changer. Et ça, dès qu'il vient au monde. Donc ça, c'est le bas de la pyramide, de Maslow, on connaît ce nom-là. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui, mais c'est ce qu'on oublie, parce que le premier besoin, c'est de respirer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à travers la crise qu'on vient de traverser, le besoin de respirer, tout d'un coup, nous est apparu. Alors que c'est tellement automatique, c'est tellement réflexe, c'est tellement, je dirais, inconscient, que là, tout d'un coup, on s'est remis à se dire, eh ben oui, la respiration, c'est vraiment, je dirais, la fonction fondamentale. Donc, pendant la grossesse, le suivi de grossesse va permettre justement de permettre à la femme, justement, médicalement d'être suivie, mais aussi d'être entourée, d'être conseillée pour qu'elle puisse respirer à la fois physiquement, mais aussi psychiquement. C'est-à-dire de parler, c'est fait de l'inspire, de l'expire, de respirer. C'est ça, donc si on n'a pas dans son entourage proche des personnes comme ça repères, il est vivement conseillé d'aller en parler à des professionnels justement, comme vous par exemple, qui pratiquez cette thérapie d'accompagnement parental pour être écouté de façon neutre et avoir un regard extérieur sur la situation. Et surtout bienveillante et sans jugement. Parce que justement, on pourrait dire, et ce qui était juste tout à l'heure que vous avez évoqué, c'est pas parce qu'on est enceinte que c'est tout le temps la joie, quoi. Ça, c'est une icône, c'est une image, c'est un fantasme qu'on peut avoir. On peut aussi être fatigué, en avoir ras-le-bol, être déprimé. Et toutes ces humeurs-là, il suffit de les dire, de voir comment on peut y remédier pour que pendant la grossesse, par exemple, la femme ne soit pas trop en surcharge émotionnelle, en surcharge, je dirais, peut-être sociale, puisque trop de soucis sociaux vont aussi perturber le sommeil et vont aussi mettre beaucoup de stress dans la vie d'une femme enceinte, puis d'un homme aussi, bien sûr, qui va devenir père. Et du coup, bien sûr, tout le volet, je dirais, de la prévention va vraiment donner peut-être l'occasion d'exprimer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous appelez la prévention ? La prévention, pour moi, dans la sécurité de base, elle va être vraiment essentielle. La femme enceinte et surtout l'après va être aussi faite d'une fonction très importante, qui est pour moi la fonction de par-excitation, c'est-à-dire de protéger la femme du trop. Alors, qu'est-ce que c'est la par-excitation ? C'est-à-dire de comme protéger... Comme une part de gâteau Non, comme un paravent. Ah, comme un pare-feu. Pare-feu, hein. On pourrait dire que quelque part, on protège l'enfant du trop. D'accord. Et que quelque part, le corps de la mère
Et la façon dont elle l'accueille dans son giron, c'est la protection comme un airbag pour le bébé. Le trop de fatigue, le trop de mouvement, le trop de bruit, le trop de chaleur, le trop d'excitation, le trop. Et aussi le trop aussi psychique, c'est-à-dire aussi le trop de surcharge mentale, le trop de soucis. Tout ça va faire que ce bain dans lequel l'enfant va grandir, in utero, si il est suffisamment protégé, parce que la mère sera protégée, racontée, être aidée, elle va pouvoir protéger l'enfant. Ça, c'est la fonction de parexcitation. La deuxième fonction essentielle, je dirais aussi, c'est que on a besoin, quand on va, je dirais, devenir mère, surtout, ça c'est une fonction essentielle, c'est de pouvoir être présente et disponible à son enfant de façon régulière et constante. Il n'y a rien de plus désespérant pour un bébé d'avoir une qualité de présence, je dirais, inconstante. Alors par quoi elle peut être bouleversée, cette qualité de présence? Par exemple, par la fatigue, par la surcharge mentale, par le souci, par le fait que, je dirais, le cœur n'y est pas. Et on pourrait dire quelque part que si la femme, elle est trop préoccupée, par exemple, quand elle met au monde son bébé par des contingences matérielles, eh ben, un jour, elle sera avec l'enfant, et un jour, elle sera branchée avec l'administration, les papiers, aller voir l'assistante sociale, enfin, toutes sortes de choses qui vont être une interruption de contact et de relation. Donc finalement, le monde est bien fait. Il faut quand même être deux au départ pour faire un enfant, et il y a des bonnes raisons pour ça. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est que la mère, elle a besoin justement d'être entourée, d'être contenue. Et ça, je dirais, dans nos sociétés occidentales, on l'oublie beaucoup, ou alors on l'évite beaucoup, parce que demander de l'aide, c'est parfois très compliqué. Compliqué parce qu'on a l'impression que c'est de l'intrusion. On n'a pas envie de montrer à l'autre qu'on ne sait pas faire, qu'on est en situation d'échec, qu'on devrait être heureuse et qu'on n'y arrive pas. Donc, quelque part, c'est ne pas vouloir accepter dans ces émotions-là qu'au contraire, ce sont des alliés pour améliorer tout ce qui va favoriser une relation harmonieuse, des interactions, je dirais, de présence, de contact, en qualité de présence entre la mère et l'enfant, et aussi entre le conjoint. N'oublions jamais que le conjoint, lui aussi, peut être embarqué dans cette histoire. Et alors, juste avant de conclure, on va finir par le dernier élément qui est l'un des éléments les plus importants, qui est l'amour inconditionnel de la mère pour son enfant. Voilà. Alors, et ça, rien que vous me l'évoquiez, vous voyez, moi, ça me donne des frissons, parce que l'amour inconditionnel, je dirais, c'est une aspiration. L'amour inconditionnel, ça veut dire aimer sans condition. Et bien évidemment, le nouveau-né qui arrive, il nous séduit. La plupart du temps, il nous emporte dans cet amour inconditionnel, dans ce bain. Est-ce que c'est peut-être un amour qu'on n'a jamais vécu avant d'avoir un enfant? Absolument. Même si on aime son partenaire ou sa partenaire, voilà. C'est pas le même amour quand même. On le découvre. On le découvre, mais je pense que le sentiment amoureux n'est pas loin de cela. Parce que quand et j'ai rencontré une femme qui était en amour avec son bébé. Elle était tellement en amour avec son bébé que ni elle pensait à manger, à se laver, à s'habiller, ni son bébé. Du coup, son bébé maigrissait parce que dès qu'elle le nourrissait, elle le mettait au sein, elle lui parlait, le bébé en oubliait d'en manger. Oui. Enfin, de téter, de boire. Oui. Donc, il y a quelque part, quand on est amoureuse, l'état amoureux décrit un peu ça. On flotte un petit peu. Oui, on flotte, voilà. Le bébé nous fait flotter. Et l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire, c'est assez, je dirais, on peut l'imaginer assez proche par rapport au bébé. Mais c'est bien plus compliqué quand le bébé dit non, quand il commence à s'opposer, quand il commence à grandir, à faire ses expériences, à devoir toujours le reprendre, à mettre des limites, à le contenir dans ses émotions, à pouvoir, je dirais aussi, imaginer que, par exemple, à l'adolescence, l'amour inconditionnel, c'est peut-être là où il est invité. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que tu penses, tu es mon enfant et je serai pour toute la vie ton parent. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile d'aller le chercher. Merci Catherine pour tous ces conseils passionnants. Alors, en conclusion, ce qui serait formidable, c'est que vous nous donniez les 3 points à retenir de cet épisode pour les jeunes mamans qui n'ont pas forcément le temps de nous écouter, ni même le temps de prendre une douche des fois. Oui, alors résumez-nous ça. Alors en résumé, moi je dirais, c'est vrai que résumer, c'est toujours un petit peu frustrant parce que justement, c'est souvent des choses qui sont... J'avais un petit peu, je dirais, un peu envisagé ça. Je pense accueillir l'enfant
c'est justement la condition pour que le contact avec l'enfant devienne une vraie rencontre. Et accueillir du coup ses émotions, puisque c'est donc, le thème du jour. S'accueillir. Voilà, s'accueillir. S'accueillir dans ses émotions et en faire des alliés, non pas des ennemis. Et non pas, je dirais, aller chercher le juge intérieur qui nous juge dans notre culpabilité de devoir faire, de ne pas avoir su faire. Et souvent, les femmes, et trop souvent, elles vivent les situations comme un échec. Et puis, de l'autre côté, peut-être une réussite. Mais bien sûr, on se réjouit de la réussite, mais de l'échec, on a beaucoup de mal. Alors, on revient au troisième point, qui est de faire ce qu'on peut. Voilà, et faire ce que l'on peut avec ce que l'on est. Et surtout de ce que l'on est dans l'ouverture du cœur et de notre histoire. Parce que ça, c'est, je crois, les deux conditions essentielles à pouvoir aller vers la nouveauté de nous-mêmes. Alors, merci Catherine pour tous ces bons conseils et ce beau moment que vous venez de nous faire vivre. Refermons cette magnifique parenthèse ensemble dans le bien-être et la conscience de l'instant présent, puisqu'on en a beaucoup parlé. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostim, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si, mère. Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.